est né le 12 octobre 1954 à Tokyo, dans une famille modeste qui vivait de l'agriculture et de la pêche sur les rives du Mono. Ses parents lui ont donné beaucoup d'amour et lui ont inculqué, ainsi qu'à ses 5 frères et sœurs, des valeurs fortes telles l'honnêteté, le goût du travail et le sens de la justice. Après une enfance dans son environnement familial, Gabriel, alors âgé de 16 ans, rejoint Lomé pour poursuivre sa scolarité au lycée technique. Avec ce voyage dans la capitale togolaise, c'est un nouveau monde qui s'offrait désormais à lui. Il réalisait que cette vie de privation, le manque, le dénuement qu'il connaissait au village n'était pas une fatalité. Il existait d'autres alternatives et qu'un enfant peut manger à sa faim, se vêtir décemment, avoir accès aux soins et à une éducation de qualité. Cette prise de conscience devient le fondement même de son engagement et de son ambition pour son pays. Comment, en effet, transformer positivement le quotidien de la majorité des Togolais qui vivaient dans une grande précarité, totalement démunis face à des besoins vitaux de plus en plus exigeants, si ce n'est en se positionnant au niveau décisionnel et en étant un acteur engagé. Fort de cette condition, Gabriel, à quelques jours, s'adonne avec détermination à ses études. Après l'obtention de son baccalauréat en 1975 et de sa maîtrise à l'école supérieure de technique de gestion de l'Université du Bénin, il bénéficie d'une bourse et intègre l'Université de Poitiers, où il obtient en 1983 un doctorat en sciences de gestion des organisations. De retour au Togo, il gravit rapidement l'échelle sociale, sans jamais se départir de son humilité ni de sa figure sociale, laissant ainsi sur son passage sa marque de fabrique faite de rigueur, excellence et humanité. Tout d'abord directeur commercial à la Sonatom, il est nommé en décembre 1988 ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Après l'installé, il avait pour défi d'organiser la participation effective du Togo au premier jeu de la francophonie au Maroc en juillet 1989. Malgré les moyens limités et le peu de soutien à la chose culturelle dans les sphères officielles, il réussit à faire briller les couleurs de notre pays à cette grande première et ramène avec la troupe de chorégraphie la médaille d'or sur la terre de nos aïeux. Un début lumineux, comme tout son passage à ce poste, où il entreprend des travaux d'envergure dans différents domaines. La restauration de l'ancienne bâtisse en une structure moderne qui fait encore aujourd'hui la fierté de ses occupants, mise en place du bureau de volet de droit d'auteur du Torah, mise en place d'une gouvernance culturelle des nouvelles éditions africaines, NEA, pour promouvoir la littérature, planification d'un nouveau stade de football qui est devenu depuis le stade de Tigre. L'année 1991 a été un tournant décisif de sa vie. C'était l'année de la conférence nationale. Abdomen Dodo a été un des artisans de la préparation de ce rendez-vous historique qui devait poser les bases institutionnelles de la démocratie au Togo. À la fin des travaux, déçu par le cynisme et l'ingratitude du monde politique, il a décidé de prendre ses distances et de s'installer en France. Mais son destin de la table. C'est ainsi que toutes les personnes qui l'ont connu militant et responsable à la JFP, toutes celles qui l'ont côtoyé ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, toutes celles qui ont été témoins de son flair politique, de son énergie et de la force de son engagement, l'ont convaincu de poursuivre son rêve en mettant son talent au service de son pays. Ce retour n'a pas été un long tranquille.
en tant que ministre de l'Administration et de la Sécurité. Son nouveau défi, et non des moindres, a été d'organiser le référendum pour l'adoption de la Constitution de la 4e République dans le contexte politique particulièrement héroïque de la transition démocratique. Ce référendum du 27 septembre 1992 a été un des rares moments républicains et un succès démocratique unanimement salué par les acteurs politiques de tous bords ainsi que par les observateurs internationaux. Mais peu de temps après cette prouesse, son énergie et son engagement vont être de nouveau confrontés aux difficultés de la politique. Le 25 janvier 1993, survient le drame de Felo-Chalais. Ce qui toujours, il doit être le seul à essayer d'empêcher cette tragédie. Même s'il a toujours acquis sa part de responsabilité et à juste titre rejeté sa culpabilité, le cynisme et le paradoxe des événements ont longtemps fait de lui le coupable idéal. En février 1993, il est le médiateur général du corps autonome de l'ONU. Là aussi, il conçoit régulièrement dans les faits sa vision de faire de ce site un rêve moderne et performant au service de toute l'économie régionale. Il transforme de fond en comble la structure architecturale et améliore considérablement les conditions de travail des employés de sauvegarde de l'économie nationale. Fragilisé du fait des soubresauts sociaux politiques des années 90. Il a saisi le climat social et remet en route la motivation des équipes, notamment celle des dockers. Avec du travail bien fait, il ne reculait devant aucun sacrifice pour valoriser et compenser le personnel militant du corps, sans parentisme, ni parti, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Sous sa houlette, l'association pour la promotion du corps de l'ONU a vu le jour pour redynamiser les relations entre les partenaires du corps et les pays du Sahel. Le terminal de Topé a été construit pour le convoyage dénommé Solidarité sur la mer. Les marchandises de l'ONU à Saint-Cassé, en vue de limiter les faux frais qui existaient et perturbaient auparavant les convois. Président de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGEPA, mais également du groupe africain du Forum francophone des affaires, il a grandement contribué au développement du port de Lomé et lui a permis d'obtenir de nombreux trophées. Voici ce qu'il aura fait à la tête du port entre 1993 et le 22 juin 1999. Son passage était une source de motivation et d'engouement pour tous les jeunes diplômés qui voulaient y travailler. Parallèlement, il a continué à défendre ses convictions politiques et sa vision sociale, non seulement dans sa préfecture d'origine de Yoto, mais aussi sur le plan national, avec pour seul motif de soulager les difficultés des populations les plus fragiles par la promotion de l'éducation pour tous et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Prenant à plus son histoire personnelle, Albert Kojo est convaincu de l'importance de l'autonomisation des femmes, garant du bien-être familial et de la force de l'institution, un levier de justice sociale et d'émancipation individuelle. Un peu à l'image de la révolution académicienne, il s'est donné pour mission radicale de partager la lumière qu'il a reçue grâce à son parcours exceptionnel avec les plus humbles, avec ceux-là dont toute sa vie il s'est senti le plus proche. L'Alliance pour la jeunesse et le développement HD, qu'il a créée en 1996, est connue dans tout le bassin du Mono, manque à Capané et à Nord, pour avoir fourni des soutiens inestimables aux populations dans divers domaines et au-delà des biens matériels, pour avoir apporté aux jeunes l'espérance en l'avenir. En 1999, élu député, en signe de reconnaissance de ses efforts, il rejoint l'Assemblée nationale. La nouvelle législature était comme un événement sur le papier, à cause du boycott du scrutin par une grande partie des formations de l'opposition. C'était compté sans son génie politique et son exigence républicaine. La vie parlementaire, sous sa
préliminaire réellement ouverte, contradictoire et transparente. Elle était une des plus créatives aussi, notamment par l'instauration du Parlement des enfants. 16 mois après, le 29 août 2000, il est nommé Premier ministre, avec des défis importants à relever. Notre pays, toujours sous sanction, devait poursuivre les réformes politiques et économiques dans un contexte financier très précaire. Défi qu'il a relevé comme d'habitude par un travail acharné, un leadership inspirant et charismatique. Les partenaires au développement saluent unanimement son travail remarquable, dont le point d'orgue a été l'achèvement du programme intérimaire renforcé. En 2002, comme en 1993, comme en 1991, sa rectitude à défendre ses convictions et à assumer ses responsabilités entre encore une fois en collision avec la réalité de la politique et ses exils. Durant 3 ans, il a mis tout son poids dans la lutte pour le progrès démocratique, notre groupe, apportant les plus grandes chancelleries de ce monde pour faire entendre la cause de son pays. Il a redonné un nouvel élan au pouvoir qui traversait la diaspora en lutte pour la démocratie et faire renaître l'espoir qui commençait à s'escompter. Il a apporté de précieux conseils aux leaders qui sont restés sur le terrain et soutenu de manière inestimable leurs différentes initiatives. 2004, la deuxième année de son exil, a été marquée par le décès, à 3 mois d'intervalle, de ses parents. 2 dames qui l'ont meurtri profondément, d'autant plus que malgré tous les recours, il devait être possible d'être présent pour leur rendre le dernier hommage. Ce double deuil, il a porté avec courage et dignité. Puis, l'âge de trouver comme un lion en cage, durant ces 6 longues années loin de sa terre natale, il est revenu au Togo, bravant le risque dont il avait pleinement conscience. Il a alors connu la prison, avant que la justice ne lui fasse droit et ne le blanchisse totalement. Quel infatigable terrain a repris son combat politique, encore plus verbalisé par cette épreuve de l'union de la vérité. À la tête de son propre parti créé en 2008 baptisé l'Organisation pour la paix dans l'Union Togo solidaire au but, il a revisité le style et les codes de la lutte politique. En 2010, il a mené une campagne très remarquée pour sa première candidature à la magistrature suprême. Et comme tout ce qui touchait se transformait en or, on a tenté d'obscurcir l'éclat de ce nouveau parti, mais en vain. La justice, encore une fois, change en sa faveur. Durant 10 ans, il a été tous les combats pour le progrès démocratique, en empruntant des voies ardues et parfois difficilement compréhensibles à priori. En 2020, soutenu par la coalition des partis dynamiquement sénégalais de Guerra, il a porté pour la deuxième fois les couleurs de son parti, rebaptisé entre-temps Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPD, à la conquête du suffrage universel pour présider à la destinée de notre nation. Toutefois, la vie d'Adonis Kojo, telle une tragédie classique, a été souvent valorée par des grands adverses qui n'ont d'égal que la force de sa condition, son courage et sa résilience. De nouveau, il a choisi l'exil pour ne pas déroger à sa vocation, à ses valeurs, à ses conditions. Il dira dans un message très émouvant qu'il a trouvé refuge dans un champ de maïs où les conditions de vie étaient les plus spartiates. C'est de cet exil que pendant notre année, n'a cessé de réclamer justice et d'implorer le ciel pour le meilleur de notre nation. Sa voix, légèrement rock, à ce musicale,
bataille. Et c'est vous suggérez, nous rappelez que le prieur ne dormait pas et vous réveillez régulièrement de la torpeur et de la résignation. Que le prieur ne somnolait pas, mais qu'il veillait tel une fidèle sentinelle. Après le très bel hommage rendu au patriarche Monseigneur Kodo en janvier dernier, la voix s'est tue, le silence a régné. Nous pensions que c'était pour nous laisser tous méditer sur l'héritage que nous a laissé l'Église prélate. Et ce 3 mars, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans orage, la rumeur, puis la clameur. La Dôme Couteau, toi le prieur, toi la sentinelle, qui t'es endormi pour toujours, en laissant le phare doublement